Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Philippe Charlier. Philippe Charlier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La dernière fois, vous étiez venu en voisin, car vous êtes, pas à cause de ça, mais vous êtes médecin légiste, anthropologue, maître de conférence à l'UVSQ, donc à côté d'ici. Et vous êtes aussi auteur, donc vous êtes souvent dans les Yvelines grâce à cette fonction. Vous nous aviez parlé de 3 livres la dernière fois, La science explore l'histoire, L'autopsie des morts célèbres et Zombies. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là pour un nouveau livre qui sort chez Talandier, L'autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel que voici. Voilà. Alors, ma première question, après on passera à des choses peut-être plus sérieuses. Est-ce qu'enfant, vous avez cru aux fantômes ? Ah, c'était compliqué. Non, j'avais plus peur que, vous voyez, il y a un requin qui passe dans ma chambre et qui me croque après avoir vu certains films qui font un tout petit peu peur, ou Ouais. voilà, ce genre de peur totalement irrationnelle. Mais non, les fantômes, non. J'avais conscience quand j'étais petit que le monde était un tout petit peu plus complexe que ce que mes yeux pouvaient voir. Voilà, c'était simplement ça. Mais rien d'extraordinaire. Pas de spiritisme. Il n'y a rien à chercher, à creuser de ce côté-là. Ok, alors on oublie. Bon, alors dans ce cas-là, vous médecin, vous cartésien, vous homme de science, pourquoi s'intéresser à un tel sujet alors que vous savez pertinemment que les fantômes n'existent pas ? Ce qui m'intéressait, c'était pas tant de savoir si les fantômes existaient ou n'existaient pas, c'était plutôt de faire une démarche d'anthropologue et de me poser la question de pourquoi les gens ont envie d'y croire. Pourquoi est-ce que les gens font semblant parfois d'y croire ? En gros, à quoi servent les fantômes ? Qu'est-ce qui légitimise leur présence et cette crédulité ? C'était ça vraiment qui m'intéressait. Alors, je suis reparti à la source, quelques sources historiques anciennes, l'Antiquité grecque, romaine, le Moyen-Âge, la Renaissance, et puis surtout ce grand âge d'or du spiritisme qui est celui de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Et justement, le sujet, il est très scientifique. Il est très scientifique. C'est parce que la science occupe tout l'espace que, eh bien, certains qui sont adeptes du merveilleux et qui refusent vraiment ce totalitarisme de la science se réfugient dans l'autre monde, dans les fantômes et dans le surnaturel. D'accord. Et alors, quels sont les critères requis pour être amené à croire aux fantômes ? Est-ce que, enfin, j'imagine, on a l'impression qu'il faut peut-être avoir eu des deuils de proches, des morts précoces qu'on a du mal à accepter, à avaler. Est-ce que il y a tout un tas de choses ? Est-ce qu'on s'ennuie ? Parce que, par exemple, au 19e, fin 18e, ça peut être aussi une bonne distraction. Qui sont ces gens qui veulent y croire ? Alors, à l'époque, on n'a pas la radio, on n'a pas la télévision. Le soir, qu'est-ce qu'on fait ? On joue du piano ou des instruments de musique. On fait de la lecture à voix haute ou parfois à voix basse. On a des jeux de cartes, tric-trac, etc. On peut faire de la couture, on peut fumer un cigare ou boire de l'alcool. Bref, pas mal d'occupations qui sont possibles. Le spiritisme rentre très bien là-dedans. On peut très bien faire tourner les cartes. Et puis, c'est surtout un échappatoire. C'est vraiment ça, c'est un échappatoire. Soit parce qu'on a été touché de façon extrêmement forte par des deuils, par des drames, soit parce que, eh bien, on est d'un niveau socio-économique très très bas ou au contraire très très haut. Et donc, on le prend soit comme un signe d'élite, on va dialoguer avec des grands de ce monde mais qui ont disparu, Jules César, Jésus, Saint Paul, que sais-je encore, ou alors vraiment un ouvrier. La vie sur Terre est vraiment extrêmement dure. Et là, c'est une bouffée d'oxygène vers l'autre monde, en l'occurrence, vers un monde inconnu, et qui permet d'ouvrir la fenêtre, tout simplement. Oui, donc, il y a un besoin, il y a vraiment un besoin qui est à combler, et le spiritisme est là pour ça. Pour supporter une vie parfois très, très dure. Et est-ce que vous pensez que le cerveau peut se mettre en état d'autosuggestion, justement, c'est ces gens-là, pour qu'ils s'auto-persuadent comme un mécanisme de défense à la douleur que, oui, ils l'ont bien vu, le fantôme, il passe là tous les jours, ou c'est ma grand-mère, machin, etc. Alors ça, c'est une question que je me suis pas posée. Moi, à nouveau, le travail était plus anthropologique que médical. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pourquoi les gens sont amenés à y croire, mais pas la mise en condition et pas quasiment une analyse neuropsychiatrique ou neuropsychologique. C'était pas ça. En revanche, quand on travaille sur certains écrits, notamment les écrits de Victor Hugo, quand il est à Jersey, et avant d'arriver à Guernsey, et qu'il explore totalement ce monde spirit pendant de longs mois, on se rend compte que tous les écrits qu'il va laisser,
en l'occurrence, il va transcrire des choses qui sont dictées, entre guillemets, par la table et le guéridon sur lequel il fait les séances. En fait, c'est du Victor Hugo. Lorsque Dante s'exprime, lorsque même Shakespeare s'exprime, en français, bien entendu, parce que c'est une langue plus belle que l'anglais, dit-il, eh bien, à chaque fois, c'est du Victor Hugo. Donc, peut-être que c'est une façon de répondre à votre question. D'accord. Après, on peut parler aussi, j'ai lu ça dans un livre juste par hasard, c'était un livre de Janet Winterson qui se passe en Angleterre. Elle disait que le 19e siècle et début du 20e était l'ère des fantômes et de l'éclairage au gaz, et que ce monoxyde de carbone, alors encore une fois, c'était pas ce que vous avez cherché à explorer, mais le monoxyde de carbone pouvait provoquer des légers délires et faire... Parce qu'en fait, ces gens qui y croient, il y a des choses qu'ils voient tout de même. Oui, il y a des choses qu'ils voient, il y a de l'autosuggestion, mais il y a beaucoup de trucage. Vous verrez dans cet ouvrage, oui, vous l'avez lu, il y a beaucoup de trucages, malheureusement, qui viennent gâter un tout petit peu la crédulité de certains. Ouais. Beaucoup de gens trichent. Et d'ailleurs, pour les adeptes du spiritisme, quand quelqu'un triche, on dit « Ah non, mais c'est un bon spirit, c'est un bon médium, mais aujourd'hui, il est en forme, donc il a besoin de céder un tout petit peu, mais il faut lui faire confiance. » Donc, forcément, pour les anti-spirites, ça crée un sérieux doute, pour pas dire un doute sérieux. Alors, mais authentique, ils se disent « Non, mais on a parfois besoin d'un petit coup de pouce. » Bah oui, nul n'est infaillible. Et alors, du coup, qui sont ces gens qui veulent à tout prix faire croire aux fantômes? Est-ce que c'est juste pour l'argent ou est-ce qu'ils sont persuadés eux-mêmes de leur affaire? Il y en a beaucoup qui font ça de façon, on va dire, délictuelle ou criminelle. Oui, par exemple, les photographies spirites sont un juteux marché où on se fait photographier avec l'ombre, si on peut dire, en tout cas le spectre apparaissant sur non pas la pellicule, mais sur la plaque d'argent, la plaque métallique, et de quelqu'un qui a disparu. Mais c'est un fake, c'est un faux. C'est une forfaiture complète réalisée par le photographe. Tout simplement parce qu'un jour, il s'est rendu compte qu'il avait fait, par accident, une double exposition. Il s'est dit, oh, marché juteux à la clé, je vais en profiter et je vais faire de l'argent là-dessus. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de délictuel. Pareil pour d'autres, des médiums qui font des matérialisations. En fait, ils sont très vite... Le tour est déjoué, si on peut dire. Ils sont très vite mis à nu et on se rend compte que ce sont eux qui se sont déguisés, qui se sont transformés pour apparaître sous les traits d'un fantôme plus ou moins matérialisé. Donc, ces faux gâchent beaucoup la sincérité de certains spirites ou médiums, qui est réelle. Voilà, leur sincérité, en tout cas, elle est réelle. D'accord, il y en a quand même qui font ça en y croyant dur comme fer. Ah, dur comme fer, oui, il faut pas s'imaginer que la communauté spirit, je rappelle qu'on est toujours au 19e siècle, oui, c'est ça. Et au tout début du 20e, il faut pas s'imaginer que c'est un ensemble d'escrocs, c'est surtout pas ça. Non. Très bien. Et alors justement, aujourd'hui, vous êtes allé un petit peu voir aussi ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes allé par exemple à l'IMI. L'Institut Métapsychique International, qui est établi dans le nord de Paris, qui est une noble institution, si on peut dire, déclarée d'utilité publique, donc qui est sous l'autorité distante mais réelle du ministère de l'Intérieur et qui a pour charge d'enquêter à chaque fois sur les cas bizarres. Alors certes, 90% des coups de téléphone qu'ils reçoivent à peu près aboutissent finalement dans les mains de psychologues ou de psychiatres, mais dans 10%, on oriente les gens, malgré tout, ouais, quand même, mais dans 10%, malgré tout, eh bien, il y a des enquêtes supplémentaires qui sont réalisées, des entretiens, des déplacements sur place pour enregistrer. Donc l'idée, c'est que tout n'est pas explicable, mais que la science doit essayer d'expliquer au maximum. Et surtout, ils ont des archives monstrueuses, des archives extraordinaires d'entretiens, de photographies, de matérialisation mise en plâtre ou en cire. Voilà, c'est toute l'histoire de la médiumnité et du spiritisme, dès le départ, qui sont conservées dans les archives de l'IMI. De l'IMI à Paris. Donc, si on voit quelque chose d'étrange chez soi, des tableaux qui bougent, ou n'importe quoi, ou des fantômes qui se baladent, on les appelle. Oui, par exemple, le fantôme qui est juste derrière vous, vous pourriez appeler là maintenant. Non, appelez-vous parce que moi je ne le vois pas. C'est vous qui le voyez là pour l'instant. Oui. En plus, vous avez le numéro. C'est qui? C'est ma... Bon, bref. Mais alors, j'insiste encore, mais les médiums qui disent rentrer en contact avec l'au-delà, avec des esprits, il y en a encore plein. Ma question n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Ma question est de savoir pourquoi est-ce qu'en ce moment, avec la période de la Covid-19, pourquoi est-ce qu'il y a une énorme recrudescence de ce style de contact, si on peut dire. Et alors, votre réponse? Principalement parce qu'il y a une mort qui est épidémique, qui est pandémique. On ne voit pas les morts
au moment de les mettre en terre, on n'assiste pas aux funérailles, on a beaucoup de mal à faire un deuil, et donc parfois, eh bien, pour certains, ces séances de spiritisme 2.0 permettent de rentrer dans le deuil et de faire une sorte de continuité qui permet d'accepter la mort, la distance et la disparition du défunt. D'assouvir un peu la frustration de n'avoir pu être présent lors de la mort et de rattraper un moment qui n'a pas existé quelque part. C'est ça, oui, assouplir cette frustration, oui, la rendre digeste au fur et à mesure, par étapes successives. D'accord, donc c'est une très bonne période pour les médiums en ce moment. Normalement, ils font fleuresse, oui, tout à fait. Très bien. Et alors vous, la mort vous fait peur? Vous êtes sûr qu'il n'y a rien derrière? Moi, je sais ce que vous... Allez-y, dites-moi. Moi, j'en ai pas la moindre idée. Je suis extrêmement curieux de le savoir, bien entendu, mais je suis pas curieux de le savoir tout de suite. Mais je comprends bien, mais est-ce que extrêmement curieux de savoir. Vous laissez une petite porte ouverte, petite fenêtre ouverte? Oui, enfin, il y a une fenêtre, mais vous savez, avoir fait des autopsies pendant 10 ans ne m'a pas renseigné beaucoup sur la mort. Ah ben non. L'âme n'était plus là, bien sûr. Ça m'a renseigné sur la décomposition, la putréfaction, la momification, donc la dégradation du corps après la mort. Mais la mort, non, c'est plus de l'ordre de la religion ou de la métaphysique, et ça, la médecine légale n'y amène pas. Non, c'est plus l'anthropologie, c'est plus la confrontation avec d'autres religions, d'autres cultures. Je pense au vaudou haïtien, vaudou béninois. Oui, ça, c'est votre grand truc. Voilà, au bouddhisme, principalement de l'Himalaya, qui décrit très bien les processus de la mort comme une extinction progressive de différentes lumières à l'intérieur du corps, non pas comme un événement brutal et immédiat. Donc tout ceci renseigne beaucoup, voilà, et met sur le chemin d'une compréhension de ce qu'on appelle la mort, sachant que probablement il y a des morts. On ne meurt pas toujours de la même façon. Il y a plein de morts différentes. Ah bah alors ça, l'autre chose. Bon bah écoutez, on en parlera une autre fois parce que l'émission est terminée. Un grand merci. Votre prochain livre, on peut savoir de quoi il va parler? Oui, mon prochain livre, il s'intitulera « Comment faire l'amour avec un fantôme ». N'imaginez rien du tout, c'est simplement un voyage autour des fantômes, mais extra-européen cette fois-ci. Et ça se trouve, le nom du livre vient de l'ouverture d'un chapitre au Japon, voilà, tout simplement, où on a un culte particulier vis-à-vis des yurei, les femmes mortes dans des mauvaises conditions avec lesquelles on peut ensuite s'amuser. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. J'encourage tout le monde à lire ce livre qui est juste passionnant. On apprend énormément de choses et ça nous ouvre plein de portes ou pas, ou ça en referme d'autres. Enfin, c'est selon ce qu'on ressent. Un grand merci, docteur Charlier, et à très bientôt pour un prochain livre. À très bientôt, en vrai. Au revoir. Oui, en vrai. Merci.